questions. La première, elle concerne le taux d'intérêt qui est de 5%, 5,75 pour les emprunts de 5 ans. Est-ce que ce taux d'intérêt il ne sera pas rattrapé par l'inflation et la baisse du dinar, surtout? Deuxième question, je vais rebondir un petit peu sur la question de mon collègue du Courrier d'Algérie par rapport à l'emprunt obligataire et la conformité fiscale. La différence entre les deux opérations, c'est que pour la mise en conformité fiscale, on dépose notre argent, on paye 7% de la taxe forfaitaire. La deuxième opération, l'emprunt obligataire, on dépose notre argent et on aura 5% d'intérêt. Est-ce que l'emprunt obligataire n'a pas tué, n'a pas sapé la mise en conformité fiscale? Question intelligente. Si c'est une question intelligence, moi je vais essayer de lui répondre avec intelligemment. On peut faire les deux, monsieur. On peut coupler. On peut faire une opération couplée. C'est-à-dire celui qui a de l'argent, il vient souscrire à l'emprunt obligataire et payer 7% dans le cadre de la conformité fiscale volontaire. Et rien n'empêche de faire ça. Il régularise sa situation financière et c'est de l'argent qu'il injecte dans l'économie. Oui, monsieur. Il a de l'argent, il a des capitaux, il vient au niveau des banques et il leur dit, voilà, j'ai de l'argent, je veux souscrire à cet emprunt et en même temps, je veux régulariser ma situation fiscale. Qu'est-ce qui l'empêche? Mais monsieur, le choix est vite fait, de 5% et... Si vous parlez maintenant du niveau, c'est-à-dire le taux qui est quand même... que vous considérez, non, le 7% comme étant exorbitant. Le fait qu'il paye un impôt sur cet argent. Écoutez, 7%, il paye 7%, il va gagner 5%. Est-ce que 5% ne couvre-t-elle pas les 7%? Faites le calcul. Vous allez voir que s'il place... Dans le cas de l'emprunt obligataire, il va gagner 5% sur 3 ans et 5,75% sur 5 ans. Croyez-moi qu'il va pouvoir, à l'aise, sans difficulté, sans problème, les 7%, madame. Faites le calcul. D'accord. Et pour le taux d'intérêt, le deuxième volet de la question du confrère? Inflation. Oui. Entre l'inflation et la baisse du dinar. Écoutez, nous, au niveau des banques, nous gérons cette histoire de taux débiteur, de taux créditeur. Et au milieu, il y a l'inflation. Où est notre gain? Nous la gérons quotidiennement et régulièrement. Ce que je peux vous assurer, c'est que les taux actuellement pratiqués au niveau des banques sont bien inférieurs que les 5 et les 5,75%. Et c'est à vous de mesurer un peu la chose. Et bien sûr, l'inflation est au-dessous, bien sûr, des taux appliqués au niveau des banques. D'accord, monsieur Saïa. Je voudrais revenir sur la valeur des titres. 50 000 dinars, c'est pas beaucoup pour les citoyens? Non, prochainement, on va éditer des coupons de 10 000 dinars. Et prochainement, dans les jours à venir. Et ces coupons de 10 000 dinars, parce qu'il faut qu'on définisse la cible. C'est tout le monde, c'est tous les ménages, c'est tous les gens qui ont un salaire. Ils ont cette possibilité aussi d'aller souscrire dans le cadre de l'emprunt obligataire. Et c'est les petits avec qui font les grands ruisseaux, c'est comme ça qu'on dit. Hein? Donc c'est tout le monde qui peut participer à cette opération. Par des coupons de 10 000 dinars, on peut acheter plusieurs, jusqu'à 50 000, 5 coupons de 50 000, 10 coupons pour faire 100 000 dinars. Et donc il y a aussi la perception de ce retour sur investissement qui est de 5% sur 3 ans et 5,75% sur 5 ans. C'est intéressant, c'est très intéressant pour les ménages. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, c'est M. Saïa? Non, très bien. On passe à une autre question. Oui. Bon, c'est juste pour revenir un petit peu sur ce que disait le directeur général de la BEA, c'est ça? Vous avez parlé tout à l'heure de 2 milliards... DGA Finance. Voilà, DGA Finance, ok, ministère des Finances. Donc vous parliez tout à l'heure de 2 000 milliards de dinars, de centimes je crois, récoltés en à peine moins de 10 jours. Je pense pour une économie basée surtout sur l'informel, c'est beaucoup. Avoir récolté déjà. Est-ce que c'est officiel? Est-ce qu'on maintient ce chiffre? Parce que vous avez dit que vous vous êtes un petit peu retracté, vous ne voulez pas que l'on parle de 2 000 milliards de dinars de centimes. Et pour une économie, donc, voilà. Et la suite de la question, c'est est-ce que vous pensez déjà, avec la conjoncture actuelle des Algériens qui sont... Enfin,
l'inflation est galopante, il faut dire la vérité. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient il y a quelques années en arrière, où les Algériens ont gagné beaucoup d'argent avec le relèvement de beaucoup de salaires. Donc on pouvait facilement avoir de l'argent de côté, acheter des emprunts, c'est ça, de prendre des emprunts obligataires, acheter des bandes. Et là, les Algériens se retrouvent pratiquement avec 0 dinar dans le porte-monnaie parce qu'ils se sont engagés un petit peu sur d'autres actions au quotidien. Donc il y a les achats, l'ADL qui arrive, la facilitation aussi sur certains, sur l'achat de voitures, avec l'installation de Renault Algérie, etc. Donc ils n'ont plus d'argent à mettre pour le trésor public. Voilà. Merci. Voilà, merci pour la question. Je vais revenir donc au début de notre débat. J'ai dit, le seul organe, si vous voulez, c'est le ministère des Finances habilité à vous communiquer officiellement les chiffres de cette opération. J'ai déclaré ça au début. Maintenant, pour un petit peu stimuler le débat... Ça ne vous empêche pas de donner quelques chiffres approximatifs. Et à travers une question, la première question, j'ai dit à peu près, pour vous dire, c'est un chiffre approximatif. Et je répète, la BEA, pour la première semaine, et hier, jusqu'à hier, le dimanche, parce que nous entamons depuis hier la deuxième semaine, nous avons réalisé un taux appréciable qui avoisine à peu près les 2000 milliards de centimes. Ça, je vous le confirme. Et je ne reviens pas sur cette déclaration, pour vous tranquilliser. Maintenant, pour ce qui concerne l'inflation, vous savez que l'inflation, c'est un phénomène qui est géré par la Banque d'Algérie, donc à travers ce qu'on appelle une politique monétaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Si vous voulez nous inviter plus tard pour un peu vous donner un petit peu des explications concernant l'inflation, personnellement, je suis disponible. Il y a une politique monétaire, parmi les mécanismes de la politique monétaire, c'est comment maîtriser l'inflation dans un pays. Aujourd'hui, à travers cette opération de l'emprunt national pour la croissance, l'État offre des taux attractifs. C'est pour un petit peu stimuler les souscripteurs à placer leur épargne au niveau des banques, au niveau de la Poste, au niveau de la Banque d'Algérie. Vous savez qu'il n'y a pas que les banques publiques, ou l'ensemble des banques, ou le réseau d'Algérie Poste, il y a aussi les succursales de la Banque d'Algérie, il y a aussi les succursales du Trésor, qui sont aussi concernés par cette opération. Donc un taux de 5,75 par rapport les taux proposés actuellement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, pour le trésor public, pour votre information, il y a les valeurs d'État. Ce qu'on appelle les BTC de 7 semaines, 13 semaines, les OAT, les obligations de trésor, etc. Je vous invite à aller voir les taux proposés par le Trésor pour ces instruments de placement. Ce sont des taux de 0,75 à 25 à 2%. Donc, à travers cette opération qui est aujourd'hui l'emprunt national pour la croissance, que l'État algérien propose des taux attractifs, c'est pour partager, si vous voulez, le rendement. Tout à l'heure, M. Krim, quand il a commencé à parler de l'importance de cette opération, il a parlé des taux de rendement qui seront dégagés pour financer des projets structurants, bénéfiques pour le pays. C'est des projets socio-économiques, à un taux de 5% et 5,75%. Vous pouvez vérifier, vous êtes les mieux placés, vous les journalistes, vous ne trouverez pas des taux proposés à ce jour de 5 à 75. C'est pour cette raison, le débat de l'inflation, pour moi, il est derrière nous. Il faut expliquer à nos citoyens, concitoyens, de l'importance de cette opération et il faut aussi parler de la réussite de l'opération. C'est pour notre pays, c'est pour la réussite, bien sûr, de notre pays par rapport à ce qui s'est passé autour de nous. C'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen. Et je vous remercie. Monsieur Krim, souscrire un emprunt obligataire, c'est une forme d'épargne. En tant que banquier, est-ce que l'Algérien a cet esprit d'aller épargner? Ben oui, là, vous posez la problématique du comportement du citoyen algérien. Et connu pour être quelqu'un qui dépense beaucoup, qui dépense trop, sans compter, voilà, c'est la cigale. Ben, il faut qu'il change de posture
pour aller vers une posture plus intelligente, celle de gérer convenablement son revenu et la nécessité d'épargner. Et là, je crois qu'on n'en fera jamais assez de parler de ça, surtout au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation. L'éducation nationale doit parler de la nécessité d'épargner. Et les Algériens doivent apprendre à épargner. Et là, c'est une opportunité qui s'offre aux Algériens pour un retour sur investissement, comme il a dit donc mon collègue, très intéressant, 5% et 5,75%, c'est vraiment intéressant, très intéressant. Et n'oublions pas, il y a un facteur important, c'est le fait que cette opération n'est pas soumise à un impôt, elle est défiscalisée. Donc c'est un net. C'est un net. On ne demande pas l'origine. Madame, vous posez la question sur l'origine. Tout ce qui vient à la banque est propre. Tout ce qui rejoint le système bancaire et financier est propre. L'argent n'a pas d'odeur, comme dirait l'autre. L'argent n'a pas d'odeur, il n'a pas d'idée aussi. N'a pas d'idée aussi. Oui, vous avez le micro. Bonjour, c'est Chérif Hadjou du journal Algérie Confluence. Donc, messieurs, c'est juste une remarque et une question en même temps. Donc, dans votre discussion, dans votre débat, donc vous avez omis une chose qui est très importante, à mon sens. Donc, c'est celle de confiance. C'est-à-dire, actuellement, les citoyens ont perdu de confiance. Il y a une crise de confiance qui est installée actuellement entre les citoyens et l'État, que vous avancez comme être garanti. Donc, c'est une crise de confiance qui a été suscitée avec la crise Khalifa Bank, et c'est un scandale qui n'est pas encore réglé, du moment que les pouvoirs publics ont promis à chaque fois de régler ce problème au début de l'année 2016, un problème qui n'est pas encore réglé. Moi, je pense qu'avant de lancer cette opération d'emprunt obligataire, il faut lancer d'abord une campagne de sensibilisation, c'est pour installer à nouveau la confiance entre les pouvoirs publics et le citoyen. Merci. Moi, je voudrais lui poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il s'agit d'une crise de confiance? Ça, c'est vous, c'est votre opinion. Non. Monsieur, il vous répond. C'est votre opinion. C'est votre opinion. Mon opinion, moi, je pense que, mais dire qu'il y a une crise de confiance comme ça... Il a dit dès le début, à mon humble avis, il y a aujourd'hui... s'il a dit oui. Si, il a dit. S'il a dit, il n'y a pas de problème. Non, il a été très correct dans la façon. Là, il n'y a pas de problème. S'il a dit, moi, il n'y a pas de problème, pas de souci. Mais moi, je dirais que la vie est normale en Algérie. Tout est normal en Algérie. Les citoyens se comportent d'une manière naturelle et normale, mon ami. Et oui, ça c'est une occasion pour que l'Algérien témoigne d'un retour sur le pays. Le pays a besoin de lui aujourd'hui. Il faut qu'il se mobilise. Et c'est de cette manière, parce que moi je pense que c'est le devoir à accomplir, c'est l'Algérien qui doit accomplir un devoir vis-à-vis de son pays. L'Algérie nous a tout donné, tous citoyens comme nous sommes. Elle nous a tout donné. Elle nous a donné un statut. Elle nous a donné une place de qualité, de choix. Nous vivons... Mais je ne veux pas donner d'exemple dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'Algérie? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'Algérie? C'est le moment de faire quelque chose pour le pays. Monsieur Kélim, est-ce que les émigrés peuvent souscrire? S'ils viennent ici, oui, pourquoi pas. Et s'ils ont l'argent ici, pourquoi pas. Les guichets sont ouverts, ils peuvent souscrire s'ils viennent ici. Monsieur, oui, attendez le micro. Messieurs les banquiers, est-ce que les banquiers font la différence, enfin je veux dire les banquiers, les banques qui sont chargées d'exécuter cette opération, est-ce qu'ils font la différence entre l'argent de l'informel et l'argent d'origine douteuse? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises justement dans ce sens pour identifier l'argent qui sont destinés à leur blanchiment? Voilà. Et je vous remercie. On revient à la question de l'origine de l'argent. À la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Non, c'est pas l'origine. Non. Il y a... Hein? Oui, allez-y. Il y a de l'argent qui vont certainement qui seront parvenus aux banques. Oui. Il y a un type, le premier type, il est d'origine informelle, donc du commerce qui n'est pas déclaré, et d'autres
Ils sont venus justement dans, disons, de la drogue ou d'autres origines. C'est de l'argent donc destiné au blanchiment. Est-ce que les banquiers font la différence entre... Ne vous inquiétez pas, nous savons faire. Ne vous inquiétez pas, nous savons faire. Dites-nous, c'est le flair, c'est quoi? J'arrive avec 10 milliards. C'est le flair, comment vous faites? Nous savons faire parce que, tout simplement, l'argent propre, Beina. L'argent propre, Beini. Ou l'argent... Oui, l'argent n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. Comment? Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'argent thésaurisé, moi je dis bien l'argent thésaurisé, il vaut mieux la libérer pour qu'elle circule. Expliquez-nous concrètement, au niveau de vos agences, oui. Lorsque une personne lambda se présente avec une forte somme d'argent, oui. Est-ce que vous faites une étude de profil? Est-ce que vous... Je ne sais pas. Voilà. Ah ben, ce qui est sûr et certain, c'est que le banquier, il a une particularité, c'est qu'il connaît tous ses clients. Non, mais si quelqu'un se présente, il n'est pas client. Il n'est pas client. Comment? Ceux qui ne sont pas clients du tout de la banque. Monsieur oui. Les gens qui arrivent. Un exemple. Je ne suis pas cliente à la BDL, j'arrive avec 10 milliards. Oui. Comment savoir d'où vient l'argent? Ne vous inquiétez pas, le banquier, il prendra l'argent qui lui arrive. Il les prend. Il prend l'argent qui lui arrive. Il ne peut pas refuser l'argent qu'un citoyen lui ramène. C'est la question du confrère. On ne peut pas refuser. Non. On ne peut pas refuser quelqu'un qui vient vous déposer son... Non, s'il vous plaît. Quelqu'un qui vient déposer son argent, on lui refuse. Non, je ne prends pas. Non, je prends l'argent qu'il me ramène. Et le contraire aussi. Si qu'un client vient, et c'est son argent qui est déposé chez moi, et il me demande de faire un retrait du montant que vous avez cité, 10 millions de dinars, je ne peux pas lui refuser, c'est son argent. Justement, il y a deux types. Il y a les porteurs anonymes et les voilà. Ben, écoute, si on a mis des titres aux porteurs et des titres anonymes, je crois que c'est clair. C'est qu'il y a une identité. Il y a des gens qui ne veulent pas que son identité soit... Pour la première semaine, il y a eu beaucoup d'anonymes. Madame, c'est pas à nous, et je le dis et je le répète, nous travaillons pour compte. Nous sommes chargés de collecter des capitaux, de collecter des fonds. D'accord? Et donc, celui qui a initié l'opération, il viendra le moment où il donnera les statistiques et il évaluera l'opération. On prend d'autres questions, monsieur. Finalement, l'origine de l'argent... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, monsieur, ne me faites pas dire... Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit tout simplement qu'on n'a pas le droit de refuser l'argent qui vient chez nous. Et on n'a pas le droit aussi d'empêcher de quelqu'un de récupérer son argent. Et la question est claire. D'accord. Alors, ceux qui n'ont pas encore posé de questions, puis je reviendrai à ceux qui ont posé des questions. Madame, allez-y, ensuite, Mziane. Oui. Le micro. Bonjour, Madame Sbardi de l'APS. Je reviens sur la même question parce que je crois que la réponse n'a pas été assez claire. Donc, vous ne pouvez pas refuser l'argent en tant que banque, c'est clair. Mais dans le cas classique, la banque lance a posteriori son enquête. Elle envoie des rapports à la CTRF. Donc, dans le cas de cet emprunt, en cas où l'argent... en cas où la somme semble... douteuse ou trop importante vu l'activité exercée. Est-ce que des rapports confidentiels continueront d'être envoyés à la CTRF ou non? À en croire le PDG du CPA, hier il a déclaré que des instructions fermes ont été données aux banques pour ne pas engager d'enquête dans le cadre de l'emprunt. Est-ce que de telles instructions vous ont été transmises? Merci madame pour la question. Moi je vais vous... rappeler quelque chose qui a été déclaré par monsieur le ministre des Finances. Si vous vous rappelez, lors du lancement de cette opération le 17 avril, monsieur le ministre des Finances a déclaré clairement que pour cette opération, toute personne physique ou morale peut déposer son argent au niveau des guichets des banques, y compris Algérie Post, et aucune question d'origine de l'argent ne sera posée à ces gens-là. Moi, je pense le message de M. le ministre est très clair. Je complète ce que vient de dire mon confrère, le confrère du BDL, M. Krim. Nous sommes des intermédiaires.
les pouvoirs publics ont lancé cette opération. Nous sommes là pour faire notre boulot, ni plus ni moins. Voilà. Oui, M. Darabhi. J'ai deux questions à poser. La première, par rapport à l'argent de l'informel et l'argent des clients des banques, est-ce qu'aujourd'hui on sait quel est l'afflux en fait des souscripteurs? Est-ce qu'ils proviennent de l'informel ou des clients des banques? Ce qui m'amène à la deuxième question. La deuxième question, c'est que est-ce que vous ne pensez pas que l'emprunt obligataire induit inévitablement un effet d'éviction pour les banques? D'autant plus que vous avez dit tout à l'heure que l'emprunt obligataire offre un taux rémunérateur de 5% et de 5,75%, alors que les banques offrent aujourd'hui à peine 2-3% de taux d'intérêt pour les placements. Est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup de gens, d'épargnants qui se trouvent aujourd'hui aux bourses vont se retrouver au niveau d'emprunt obligataire et donc ça induirait un effet d'éviction? Merci. D'accord. C'est un peu le risque de voir le niveau d'épargne bancaire baisser. C'est un peu ça. Alors, l'effet d'éviction, il faut comprendre le système et le circuit monétaire pour qu'on puisse parler d'effet d'éviction ou pas d'effet d'éviction. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un marché monétaire. Et plus large, il y a un marché des capitaux ou un marché financier. Et l'État est acteur de ces deux marchés. Et donc, il peut intervenir à tout moment. Donc, s'il y a des dépôts qui ont été transformés en emprunts obligataires, ils iront donc aux caisses de l'État ou au niveau du Trésor. Donc, cet argent, ça a été bien dit. L'objectif, c'est que soit c'est des projets engagés par les pouvoirs publics et qui nécessitent donc un financement, ou alors c'est des entreprises qui réalisent un investissement, bien sûr un investissement productif pour la création d'emplois, pour la création de la richesse, et ces fonds peuvent être utilisés, donc peuvent être recyclés de façon à ce que même l'entreprise productive puisse y bénéficier, pour créer de l'emploi et créer de la richesse. D'accord, et sur donc l'effet d'éviction... Les ressources sont moins pour les banques et pour les engagements des banques. Aujourd'hui, demain, une entreprise, notamment pour les ratios prudentiels, une entreprise qui sollicite des banques, une banque... Il y a des mécanismes, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, oui, la gestion de la trésorerie, de la liquidité, d'ailleurs c'est notre métier quotidien. Lorsqu'on a besoin donc de liquidité, on va sur le marché monétaire ou le marché interbancaire et bien sûr faire tout pour que le ratio de liquidité soit toujours au niveau de ce qui est exigé dans le cadre des règles prudentielles. Donc ça c'est le circuit. L'essentiel c'est de mobiliser des capitaux dans le circuit officiel, dans le circuit bancaire et financier. D'accord. Et donc la deuxième question? Ouais. Oui, c'était quoi la deuxième question? C'est plus de l'informel ou des clients des banques, l'argent qui est... Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'analyse, c'est un peu tôt de faire de l'analyse concernant cette opération. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps faire. Et il viendra le moment où l'analyse sera beaucoup plus pertinente. Même lorsque quelqu'un donne un chiffre maintenant, que signifie le chiffre que la BDL va donner? Ou que le chiffre que la BEA va donner? Ou le chiffre que la Algérie Post? Quel sens lui donner? Il est au niveau d'une banque. C'est pas que la BEA qui collecte dans le cadre de cette opération. C'est tout. Alors, les banques, l'Algérie Post, les succursales des banques d'Algérie, le Trésor. Ben, écoutez, il y a beaucoup de monde autour de cette opération. Je crois qu'il faut attendre et patienter au moment venu et vous aurez et l'information sur le niveau, le nombre de souscripteurs, et on aura le montant de toute l'opération, on aura la qualité, est-ce que c'est des dépôts qui ont été transformés ou alors c'est de l'argent qui est parvenu de l'extérieur, c'est-à-dire de l'informel si on peut l'appeler ça, ou c'est de l'argent thésaurisé. Viendra le moment et on fera l'analyse et on verra. Je vais ajouter deux mots juste, c'est important, c'est-à-dire je considère votre question, la deuxième. Vous savez qu'au niveau des banques, aujourd'hui, la trésorerie, il y a deux types de trésorerie. Il y a la trésorerie à vue, il y a la trésorerie à terre, c'est-à-dire qui est placée. Ce que vient de vous dire M. Krim. Au jour d'aujourd'hui, c'est prématuré, bien sûr, de vous donner un petit peu un point de situation définitif par rapport les premiers 10 jours, mais les acteurs économiques aujourd'hui
veulent, à travers ces taux, à travers cette nouvelle formule qui est l'emprunt national, veulent placer leur argent, qui est là, qui a vu, qui n'est pas rémunéré. Il y a beaucoup de dire, oui, vous avez un compte et vous avez 1 million de dinars sur votre compte, vous pouvez placer une partie dans cette opération, parce que votre compte à vue n'est pas rémunéré, l'argent, il dort. C'est pour cette... Voilà un petit peu parmi les mécanismes que l'État veut aujourd'hui mettre en œuvre pour arriver à une meilleure situation et capter l'épargne des différents acteurs, que ce soit des gens de l'informel, comme vous venez de le citer, et ça c'est aussi l'objectif de cette opération, les gens qui travaillent, qui ont à côté une épargne et veulent maintenant la fructifier, et puis les personnes morales, toutes les entreprises qui ont une trésorerie qui n'est pas utilisée, ils veulent aussi aujourd'hui placer une partie de cette trésorerie. Voilà un petit peu globalement l'objectif de cette opération qui est l'emprunt national. D'accord. Mais on ne connaît pas le plafond. Quel plafond? Pour cet emprunt. C'est ouvert, il n'a pas été fixé. Madame, excusez-moi, M. Krim. Madame, moi je pense, je me réfère à la première déclaration de M. le ministre des Finances lors de l'allocution du lancement de cette opération. On connaît la durée de cette opération qui est 6 mois. Mais le montant, c'est les pouvoirs publics qui vont décider le moment opportun d'arrêter cette opération par rapport aux objectifs, parce qu'il y a plusieurs objectifs. Voilà, à peu près, c'est pour cette raison que l'État n'a pas fixé, si vous voulez, un montant ou un plafond, un maximum pour cette opération. La durée aussi, est-ce qu'elle est fixée à 6 mois, dans le sens où il y a possibilité de proroger par la suite les délais, ou dès l'entame, ça a été annoncé? Moi, je vais dire, il y a une possibilité d'écourter la durée. Maintenant, proroger encore la durée, ça relève des prérogatives des pouvoirs publics, mais d'écourter peut-être. Si le montant est atteint. Si le montant est atteint, effectivement. Même si on ne le connaît pas. Oui, alors vous n'avez pas encore posé de question, puis je reviendrai. Oui. Le micro, faites-la. Bonjour tout le monde. Ma question c'est pour M. Krim. Vous ne voulez pas donner un chiffre, on comprend ça, mais apparemment, d'après M. Dubara, le président de la BEF, les premiers titres ont été écoulés, les premières quantités ont été écoulées. Et paraît-il que c'est la BDL qui a écoulé le plus grand nombre. Est-ce que vous confirmez justement cette information? Monsieur Krim, ils ne vont pas vous lâcher. Un chiffre, moi, sinon, une confirmation. Deuxième question, il faut donner une petite indication. Ils vont pas vous lâcher. Oui, deuxième question, si c'est possible. C'est une opération importante. Est-ce que vous allez justement entamer une campagne de publicité? Est-ce que ça va être interne ou externe, c'est-à-dire vers la télévision, les spots, les chaînes de télévision? Il y aura une campagne de publicité assez intense, de façon à pénétrer tous les foyers, de façon à convaincre tous les citoyens et tous les Algériens. On va impliquer ceux qui ont cette capacité, qui sont en capacité de drainer les Algériens. Et il y en a des gens capables de convaincre les Algériens. Des gens ou des artistes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, et par rapport à la question de la déclaration du président de la BEF? Oui, c'est vrai que nous avons écoulé tous les coupons, ça c'est vrai, là je peux vous l'assurer. Tous les coupons. D'ailleurs, on a demandé, on a fait appel. Oui, et d'ailleurs il y a la possibilité c'est-à-dire lorsque les coupons sont tous écoulés, il y a la possibilité de donner un reçu contre le montant que nous avons donc encaissé. Et bien sûr, en attendant l'établissement de ces coupons, l'opération continue. Donc vous avez écoulé combien de coupons? Madame, je vous dis, et je vous le répète. Non, monsieur Krim, vous avez un problème avec les chiffres aujourd'hui. Un chiffre, au moins. Non, tout ce que je peux vous dire, madame, c'est que... Le quota a été épuisé. Épuisé, totalement. Et le moment venu, parce que... Le quota était de combien? Allez, c'est facile de dire, le quota était de combien? Il était quand même important. Il était très important. De combien? C'était important, il était important. D'ailleurs, la BEA a parlé. Peut-être qu'on a fait un peu plus que la BEA. Eh ben voilà. Ouais, peut-être un peu moins. Vous confirmez là. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Soit c'est eux les premiers, soit c'est nous. Tiens, je vais vous dire une chose. L'opération Biofarm, on était classé premier jusqu'à la fin. Et là, vous pouvez le confirmer. Et la BEA était deuxième. Mais à la fin, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont classé finalement premier. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont acheté la différence des actions. Et là, je vous taquine un peu. Non. J'ouvre une petite parenthèse pour l'opération Biofarm avec la permission. L'entrée en bourse. Oui, l'entrée en bourse de Biofarm.
effectivement, BEA est classée la première, avant d'utiliser ce qu'on appelle la garantie de bonne fin, et la BDL la deuxième banque aussi. Je confirme avec des taux très appréciables, et vous avez le constaté le jour le 20 avril. Au niveau, oui, la BDL c'était la deuxième, et donc c'est une opération réussie à 100%, et la bourse d'Alger a félicité, si vous voulez, BEA en sa qualité chef de file de cette opération, et a félicité aussi la Banque de développement local pour le taux réalisé pour cette opération. Voilà. Très bien. Vous serez aussi chef de file pour cet emprunt national? Bon, l'emprunt national, il n'y a pas de chef de file, il y a le ministère des Finances. C'est l'occasion aujourd'hui pour vous dire, il y a deux entreprises